Je suis désolé, je suis en train de massacrer ce pauvre générique de Paname. Franchement, l'idée d'une balade du côté de la place d'Enfer-Rochereau ne me faisait pas sauter au plafond. Les alentours de cet imposant carrefour bruyant et pollué réservent pourtant de belles surprises. Il suffit simplement de se perdre dans les petites rues tranquilles et de se retrouver, tiens, comme par hasard, chez Christophe, le très chaleureux patron d'un bistrot parisien comme on n'en fait plus. Bonjour. Comment ça va? Il y a du client ce matin? Ouais, ça va, ça défile. Les petits habitués du matin qui vont bosser. La petite matinée se passe bien, on prépare à manger. On prépare une brandade de morue aujourd'hui. C'est ça au menu, brandade de morue. C'est qui fait le... Alors c'est Michel et Aïcha, l'apprenti, qui est avec nous. Et puis voilà, on a attaqué depuis ce matin. On a fait dessaler la morue hier, on a cuisiné aujourd'hui, fait la purée. Et puis on mélange tout ça. Voilà. Ça sera prêt pour midi. Tout est maison. Tout est maison, de A à Z. Maison et familiale. Voilà, maison familiale, cuisine Merci, maison, pas cher. Christophe. Est-ce Oui, que c'est tu vrai, peux c'est lui pas la cher. sucrète, Non, s'il pas te encore. plaît? Petite sucrète. Merci, Christophe. Vous venez pratiquement tous les jours? Le café. Toujours, moi, tous les matins. Tous les matins, je viens boire mon café. Et j'ai envie, parce que ça c'est rare maintenant, de manger un œuf dur. Exact. Hein, ça se fait plus ça. C'est pour ça que vous êtes dans un petit café. Il n'y a pas beaucoup de petits cafés comme celui-ci. Hein, là, c'est vraiment le petit café avec les titis parisiens, avec tout ça. Je vous dis, c'est une grande famille ici. Le matin, j'ai les gens qui vont bosser. Col blanc, col bleu. Il y a des plâtriers, des peintres quand il y a des chantiers dans le coin. Les gens qui bossent dans les bureaux. Et puis après, dans la matinée, pareil, la petite pause café. Moi, je fais souvent l'épluche dans la boutique. Comme ça, ils Sur la peuvent voir. table, Oh là là, là. qu'est-ce que vous épluchez Ah, des carottes. Ah, c'est un bœuf carotte. Oh, Oui, ouais, qu'est-ce vous gardez qu'on- 4 places pour midi. Qu'est-ce qu'on mange à midi? C'est bon ça pour attirer chaland. C'est un bon plan C'est ça. visuel, Quand c'est on visuel. passe devant, Ah, les patates, devant c'est la pourquoi boutique, Là, on- ça l'a fait ce matin encore. Je Voilà. épluchais les patates. Georgette est passée. Qu'est-ce que tu fais avec les patates Je fais une brandade. Ah, C'est tu comme me ça, garder une place. c'est Voilà. comme ça Bon. j'ai su qu'il y avait la bandade aujourd'hui. Tout à fait. J'ai Voilà. rencontré Georgette. C'est pas ton métier à l'origine d'être barman? Non, Tu tout tiens un à fait. restaurant. Moi, j'ai fait des études de droit. Et j'ai bifurqué. Je suis parti en Afrique pour aider un copain dans un safari 3 semaines. Et j'y suis resté 3 ans. Donc ça m'a fait complètement changer ma vision des choses. J'avais un copain qui avait un bistrot. Salut, bonne répète. Bonne journée, à bientôt. Et donc tout le monde me disait, mais prends un bistrot, prends un petit bistrot, t'aimes bien faire à manger, t'aimes bien recevoir, t'aimes bien boire un coup. Mais pourquoi Et ici? alors Comment t'es arrivé ici en fait, j'ai cherché, ça m'a pris vraiment en plein mois d'août, hein, ça devait être le 13 août. Un 13 août, vous imaginez, à Paris, le 13 août, c'est Oui, pas y a très personne, actif. c'est Je mort. suis allé dans une agence, j'ai dit, voilà, je veux un bistrot, plat du jour, merci, bonne journée. Plat du jour, fermé le soir, fermé le week-end, fermé le mois d'août. Elle me dit, bah oui, nous on va pas tarder aussi à fermer. Le mec il était déjà en short, il cherche 2-3 affaires sur l'ordi, il me donne des fiches de recherche, 3. Et donc là je suis arrivé ici, c'était fermé comme on le voit le week-end, donc le rideau tiré, les volets rouges en bois. Je dis volet de bois c'est pas mal. Et il y a un petit fenestrou là qui reste ouvert tout le temps dans la petite salle. Oui. Et par ce fenestrou, en montant sur une poubelle, j'ai vu l'angelot là, avec les grappes. Oh là là, je me dis ça c'est génial. Donc c'est l'ange porte-bonheur là. Qui Regardez, Qu'est-ce que c'est il y a la béquille. On donne la béquille au patron. Voilà. Ah, elle est bien, ouais. Voilà. Ah, il y a des gros morceaux. Eh Michel, Il y a des gros Michel, moi morceaux. aussi je vais goûter. Ah ouais, ouais. Fais goûter Toujours là. elle est bonne. Il y a les morceaux. Ah, Les Yvan. morceaux de morue dedans. Les morceaux de Ah morue. oui, oui. C'est pas. Ouais, c'est pas j'essaie, de- voilà, j'essaie de garder c'est pas des de la morceaux, bouillie, hein, c'est pas. On sent qu'il y a du poisson quoi. quand Ça même, c'est le meilleur, Il c'est sait goûter qu'on comme ça à la cuillère. revendiquerait et que ça n'irait pas alors. Alors attendez. Partez pas. Ah oui, Alors, qu'est-ce qu'il en dit ah oui c'est top. Ah oui. Hein Moi je finis la cuillère. moi. Ah bah oui, Ah Philippe. bah oui, tant qu'à faire. Hein, Ça tant fait les qu'à œufs durs, c'est faire, hein. impeccable. Gros morceau. Ah non, c'est- Véritable point de repère du quartier, le Lion de d'Enfer n'est jamais très loin des bons plans. Je me rends cette fois dans un lieu très prisé des amateurs d'art moderne, la Fondation Cartier.
J'ai toujours été attiré par cet élégant bâtiment de verre noyé dans la verdure. Bonjour Thomas, Bonjour. merci de m'accueillir dans cette magnifique fondation Cartier, au pied d'un arbre majestueux qui a une histoire particulière, cet arbre. Et oui, on l'appelle nous le cèdre de Châteaubriand. C'est un cèdre du Liban, une très belle espèce, et qui a été effectivement planté par Chateaubriand en 1823, puisque c'était sa demeure ici. Avant d'être le centre américain, puis la Fondation Cartier, c'était la demeure de Chateaubriand. Alors cette fondation Cartier, on la doit à Jean Nouvel. Quelle était la volonté de l'architecte quand il a créé ce bâtiment? Alors d'abord, c'est intéressant de commencer par parler du cèdre, puisque Jean Nouvel dit toujours qu'il a conçu le bâtiment autour du cèdre, en fait, un peu pour l'entourer, mais aussi pour le laisser vivre et continuer à se déployer. L'autre idée, c'était ce grand bâtiment en verre, de créer une architecture presque immatérielle, presque invisible, avec tous ces jeux de transparence depuis la rue jusqu'au fond du jardin, avec en fait il appelle ça trois feuilles de verre, en fait, qui sont le premier plan qui est la façade de verre sur la rue, et puis les deux grands pans verticaux qui encadrent le bâtiment, mais tout ça est presque invisible à l'œil. Alors le jardin, c'est une œuvre qui a un titre qui s'appelle Theatrum Botanicum et qui a été conçu par un artiste allemand qui s'appelle Lothar Baumgarten et qui a conçu le jardin en dialogue avec Jean Nouvel. Et c'est quoi l'esprit du jardin précisément? Alors l'idée de Lothar Baumgarten, qui sont des idées également chères à Gilles Clément par exemple, c'est l'idée d'un jardin qui évolue absolument naturellement. C'est-à-dire qu'on accompagne son évolution mais on ne décide absolument pas de quelles espèces doivent pousser dans le jardin. Donc il a établi en 1994 à l'ouverture une première liste de toutes les espèces, de tous les arbres qui devaient se trouver dans le jardin. Et ensuite, elles ont été plantées. Et ensuite, on a laissé vraiment la nature faire, évoluer. Et on a vu comment chaque espèce réagissait. Et on accompagne cette évolution-là. Et puis, il y a des espèces nouvelles qui arrivent par le vent, par les insectes, par les oiseaux, par la pollinisation. Et on laisse faire tout ce travail naturel. Jusque dans les chauves-souris, qui, d'après un bilan écologique du Muséum d'histoire naturelle établi en 2012, sont en très grande abondance la nuit dans notre jardin. C'est-à-dire? Ils ont détecté, parce qu'ils ont des appareils qui permettent de capter les sons émis par les chauves-souris, les ultrasons. Ils ont capté jusqu'à 1000 passages par nuit, alors que dans la plupart des jardins parisiens, on en capte une petite centaine. On est au 8e étage de la Fondation Cartier. C'est ça. On est des privilégiés là, normalement c'est interdit au public. Oui, c'est un lieu qui n'est pas accessible au public et qui est le toit de la Fondation Cartier, le toit terrasse, et qui offre un panorama assez exceptionnel sur la ville. C'est époustouflant, oui. Là, c'est qui? C'est grincheux, c'est joyeux? C'est le nain de jardin. C'est une œuvre de la collection de la Fondation Cartier qui est installée ici sur le toit et qui est l'œuvre d'un groupe d'artistes français qui s'appelle Présence Panchounette. C'est une œuvre qui a été créée en 1990 et qu'on a acquise à cette époque-là et qui était installée à l'origine dans le parc de sculpture de Jouy-en-Josas, le premier lieu de la Fondation Cartier. Qu'est-ce que c'est ce lieu exactement, cette fondation? La Fondation Cartier elle a été créée avec deux idées. L'idée d'aider les artistes du mieux possible en les accompagnant dans la création d'œuvres nouvelles. Et l'autre idée, c'était évidemment d'ouvrir l'art contemporain au plus grand public. D'où aussi cette idée de Jean Nouvel d'un lieu qui soit entièrement perméable, disons, à la vue depuis le boulevard, depuis les espaces publics. Les expositions sont parfois déroutantes, mais comme j'adore emprunter les chemins détournés, je suis comblé. Pas très loin, je débarque dans une autre époque, celle des contes et des légendes, au pays du pro-chevalier Marc Muscadel. Bonjour, Bonjour. je cherche une robe de bure et un casque de viking. Est-ce que je suis au Vous bon êtes au endroit? bon endroit, mais ça va pas tout à fait ensemble. Enfin, pas sur la même personne. Ah oui? Non. Non? Idéalement, la robe de bure, c'est porté par un moine, tandis que le casque de viking, c'est porté par le type qui va aller leur rendre une visite inattendue et plutôt malvenue.
Oui, j'imagine. C'est le paradis des fans de Game of Thrones ici. Oui, entre autres. C'est On va ici. vraiment faire une dichotomie entre le jeu de rôle et la reconstitution historique. Le jeu de rôle, c'est une activité vraiment ludique où les gens vont utiliser des armes en mousse, des protections éventuellement en métal et en cuir. Les combats ne sont pas scénarisés. Il y a un gagnant, il y a un perdant, c'est un jeu. Mais on est dans du fantastique. Dans la reconstitution historique, il y a une recherche scientifique et historique derrière. On est dans une archéologie du geste. On essaye de retrouver soit le geste exact ou alors le mode de vie. Et on essaye de transmettre ça aux gens qui vont venir voir ce genre de manifestation. Donc, on va utiliser du matériel le plus réaliste possible. Marc, pourquoi cette période de l'histoire? C'est parce que c'est une période qui porte au rêve. Si vous prenez les contes de fées de notre enfance, Ouais. ça se passe au Moyen-Âge. Il y a des princes, il y a des épées, il y a des armures, il y a des châteaux. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les princes et les princesses? Non, les armures. Les armures. Les armures et les armes. J'ai pas vraiment la tête d'un prince. Hein. On est parti pour m'habiller en viking. Tout à fait. Donc là, tu portes une tunique. La tunique, c'est le vêtement qu'on a le plus fréquemment au Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 5e et le 13e siècle. Donc ça, c'est le vêtement de base. Ça, c'est le vêtement de Commence base toujours par enfiler du costume masculin. Alors ensuite, par-dessus la tunique, on met une ceinture qui va cintrer à la taille, à laquelle on va pouvoir mettre une bourse. Donc là, par exemple, C'est de belles bourses, ça. ça, c'est la réplique d'une bourse qu'on trouve chez les Suédois. Donc là, je peux mettre ma carte bleue et mon téléphone portable. Oui, ou alors un briquet, de quoi allumer du feu, des aiguilles à coudre, des Ah oui, je me dés suis et trompé de quelques pièces. Bah oui, non mais c'est pas grave. Hein. Alors ensuite, ça va aller sous le casque, justement pour protéger la tête, parce qu'un coup donné directement sur le métal, s'il n'y a rien entre le crâne et le casque, on le sent très fort. Donc, voilà. Et on ne rit pas. Et ensuite, je pense que tu vas pas te battre avec, donc j'ai pas besoin de trop serrer. Tu veux pas qu'on essaye un Voilà. petit combat, là? Ça, effectivement, quand on porte ça, on sent un autre homme. Ouais. Alors tu vois, au niveau du champ de vision, ça change la vie aussi. Hein. Ouais. Là, on voit l'essentiel. Voilà. Hop. Alors, dans Ah. ta main gauche, t'es droitier, Ouais, je suis droitier. donc voilà, ce bouclier. Et dans ta main droite, ceci. Ah, et là, j'ai 15 ans. Enfin, 7 ans. C'est un petit peu ça. Ça fait ressortir à la fois le guerrier et l'enfant qui sommeille en toi. C'est génial. Un guerrier sans glorieuse monture. Mais bon, je fais avec afin de rejoindre pour l'histoire du jour notre conteur de Paname. Frédéric, la place d'Enfer, elle est connue pour son célèbre lion, Oui. juste derrière nous. C'est aussi la porte d'entrée d'un des endroits les plus visités de Paris. C'est le moins qu'on puisse dire. Un des tout premiers, avec un monde fou qui vient visiter les catacombes. On est juste au-dessus, là. Ah ben on est au-dessus. Et ça prend une grande surface, grande superficie. Alors catacombe, ça vient du latin catacumba, qui veut dire cimetière souterrain. Vous savez, ça date des premiers chrétiens où on avait l'habitude de cacher les corps, évidemment, pour qu'ils ne soient pas pourchassés par les Romains. Donc on va réaliser des catacombes ici, à Paris. Mais ça date pas de l'Empire romain, Ah non, ici. alors c'est beaucoup plus récent, vous avez raison de le rappeler. 1788, c'est la décision qui est prise officiellement pour rassembler ces corps, ces cadavres, ces ossements qui viennent de tous les grands cimetières parisiens. Oh, il faut dire qu'il y avait un cimetière majeur, hein, c'était le cimetière des Saints-Innocents. Grosso modo, c'est Là où il y a les Halles. voilà, au Forum des Halles, absolument. Mais très vaste territoire, on y mettait un nombre de corps absolument incroyable. 22 paroisses parisiennes emmenaient leurs morts, si j'ose dire, allaient les enterrer aux Saints-Innocents, jusqu'au jour où, en 1780, il y a un mur qui est mitoyen avec un habitant du lieu, qui cède sous la force, sous le poids des ossements. Alors évidemment, tout de suite, on informe le préfet de police, M. Lenoir, qui prend la décision de fermer le cimetière des Saints-Innocents. Alors on prend la décision de tout transférer dans d'anciennes carrières, ici. Des carrières qui étaient déjà creusées puisqu'on avait utilisé le gypse pour construire Paris. Donc tout était prêt, il n'y avait plus qu'à réorganiser. On fait appel à un architecte, Guillemot, qui va tout mettre en place. Et pendant des mois et des mois, mais plusieurs années,
À Paris, la nuit venue, on voit des transports avec des voitures bâchées, toutes couvertes de noir, des hommes qui portent des flambeaux. On transporte ces ossements. C'est de la translation des ossements pour venir les installer ici aux catacombes. Alors, il y a combien de cadavres, combien de corps Alors, en on tout estime il y a ici plusieurs millions de personnes. Plusieurs millions de personnes. Et il y a des gens célèbres. Parce Ah, il n'y a pas que des anonymes. Ben non, parce qu'on a commencé en 1785, puis on a continué jusqu'en 1814. Donc il y a eu la période révolutionnaire. On a sans doute ici les ossements de Danton, de Robespierre, de Lully, du masque de fer. Le fameux masque de fer. Oui, alors c'est une histoire incroyable. Si on déambule à l'intérieur, évidemment, on a l'impression de revivre tout ce passé. Et effectivement, ils sont bien placés, quoi. Ils sont là où il faut. Ils sont Sous enterrés. terre, ils sont enterrés définitivement pour l'éternité, avec le lion qui veille à leur bien-être et à leur sécurité. De l'éternité à l'infini, il n'y a qu'un pas dans ce quartier. Je file à l'Observatoire de Paris me perdre dans les étoiles. Une institution où l'on marche sur les traces de la grande histoire de l'astronomie. Nicolas, on va essayer de marcher droit, parce qu'on est en train de marcher sur le méridien de Paris, le méridien de Paname. Oui. Qu'est-ce qu'il nous raconte précisément, ce méridien? Ce méridien, c'est une ligne tracée par les astronomes pour devenir le repère pour la cartographie moderne. Alors la nouvelle cartographie qui est lancée dans les années 1660. Alors ce méridien traverse le bâtiment historique de l'Observatoire de Paris. Il traverse le bâtiment, en fait il fixe l'orientation du bâtiment. La première pierre décide ce tracé de méridien et décide l'orientation du bâtiment. Alors on le doit à qui, ce bâtiment? C'est Louis XIV qui veut développer les arts, tous les arts, littéraires, graphiques, etc. et la science. Il va favoriser les scientifiques, les savants de l'époque, en leur donnant un bâtiment, et ce lieu est le lieu de travail de tous les académiciens. Mais au XVIIe au XVIIe et au XVIIIe, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert les satellites de Saturne, on comprend la rotation de toutes les planètes, on comprend la rotation du Soleil sur lui-même, la compréhension du système solaire, ça commence là. On retrouve notre méridien dans la salle Cassini, avec tout un tas d'inscriptions. Pour quelle raison? Alors ici, le méridien, c'est toujours cette ligne de repère géographique, mais c'est aussi un instrument pour observer le Soleil. Il y a le gnomon, ce petit trou au sud. Chaque fois que le Soleil passe au midi, ça fait une tache lumineuse qui vient frapper la règle. Et cette règle graduée permet de mesurer la hauteur du Soleil avec une très bonne précision. C'est le seul accès là pour aller à la coupole? Oui, on passe toujours par là. Toujours par les toits? Toujours. Ah oui. Nicolas, c'est donc ça la fameuse lunette d'Arago. Voilà, c'est la lunette que François Arago voulait. C'est vraiment une énorme lunette. Combien de mètres de long? 9 mètres de long. Là, on est vraiment dans les très grands instruments qui existent sur Terre. Donc là, c'est la moitié du 19e siècle, ça. C'est 1850 à peu près. 1854 exactement, quand elle est montée. Et alors, qu'est-ce qu'elle a permis d'observer, cette lunette? Alors, énormément d'observations de satellites, de planètes. Alors, il y a 60 satellites à Jupiter à peu près, donc ça fait beaucoup d'observations à faire, on peut penser comme ça. Et beaucoup aussi d'observations d'étoiles doubles. Donc ça, c'est des observations qui permettent de mesurer le poids des étoiles, la masse des étoiles. Donc là, on rentre dans des choses d'astrophysique un peu plus complexes. Alors, qu'est-ce qui tourne exactement dans cette coupole? C'est la lunette ou c'est la coupole qui tourne? La lunette tourne, on peut la pointer dans n'importe quelle direction du ciel qu'on veut observer, et on va positionner cette fenêtre en face de l'objectif de la lunette. Donc la coupole et le plancher tournent. Là? Tout ça, oui. Tout ça, ça tourne? Oui. Aujourd'hui, l'Observatoire de Paris fait tourner bien d'autres activités. Sur le site, des centaines de salariés et des dizaines de chercheurs travaillent pour faire avancer la recherche, notamment sur le Soleil et le rayonnement cosmique. L'Observatoire gère également notre montre et le temps qui passe. Allez, faut que je me presse un peu. Je me dépêche, je suis en retard, j'ai rendez-vous avec l'horloge parlante.
Bonjour Baptiste. Bonjour. Je suis désolé, je suis en retard. Permettez-moi de m'incliner devant le maître du temps. C'est bien ici l'endroit où on gère le temps? C'est ici qu'on fait le temps légal français. Le temps légal français? Oui, on le génère. On participe aussi au temps mondial, à l'échelle de temps mondial, qui s'appelle le temps atomique international, TAI. Dites-moi, vous avez le temps de m'expliquer ou pas? Oui, le temps atomique international, c'est une moyenne de 450 horloges réparties sur l'ensemble de la planète. Les données de ces horloges sont récupérées par le BIPM, le Bureau international des poids et mesures. Et ils ont une moulinette qui fait des calculs avec ces horloges. On mouline le temps? Oui. Et ils sortent une échelle de temps et qui est l'heure officielle étalon pour la planète. Alors, on peut le diffuser par la fameuse horloge parlante. C'est là qu'elle parle? C'est là qu'elle parle. Alors comment ça marche? On peut l'entendre? Oui, on peut l'entendre. 3 minutes, 10 secondes. Bonjour monsieur. C'est uniquement un monsieur qui parle? Non, dans 1 minute, ça sera une femme. Et toutes les minutes, ça change. C'est une femme, c'est par écart. Ah, la parité existe à l'horloge parlante? Ouais. À la bonne heure. Moi, je vous conseille de perdre votre temps dans ce quartier hétéroclite, vivant et joyeux. Juste le temps de changer de tempo. C'est mieux. C'est pas mal. Ça fait moins mal aux oreilles. Dans 2 heures, ça irait beaucoup mieux. Il faut 2 heures pour arriver à faire ça? Tu fais combien de notes là? Là, tu as fait 4 notes. 4 notes. Donc comment c'est réparti un accordéon? D'un côté il y a quoi, de l'autre côté il y a quoi? Alors, d'un côté main droite, c'est comme pour un piano, c'est-à-dire il y a le chant. Oui. Donc on peut faire. À la main gauche, on a le système des basses. Et après, tu peux faire des combinaisons d'accords. C'est-à-dire avoir des. Ça fait combien de temps que tu fais de l'accordéon, toi? Alors moi, ça fait depuis l'âge de 9 ans. Comment à 9 ans t'es tombé dans l'accordéon? C'est surtout mon père qui voulait me mettre dans la musique et je voulais apprendre la batterie, mais il n'y avait pas de prof de batterie à l'époque, enfin là où on était. Et donc il a trouvé quelqu'un qui faisait de l'accordéon, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et ton père, il avait un morceau préféré? Oui, à l'époque, il écoutait, il jouait du Trenet, il jouait du Piaf, donc comme Padam par exemple. Et toi, tu te rappelles du premier morceau que tu as joué? Oula Non, j'en ai joué oui, dans les premiers, c'était les Amants de Saint-Jean. Et puis après, il y a eu l'évolution. Enfin, j'ai écouté du Django Reinhardt, j'ai écouté pas mal de choses. Donc Django, c'est... Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans cet instrument? C'est la recherche. Je crée de la Compose. musique, je fais de la composition, je fais de l'habillage de petits génériques, voilà, avec des petites musiques. Voilà, genre, Tu as aussi accompagné Grace Jones en concert. Oui, j'ai fait 3 concerts avec elle, voilà, donc une belle histoire aussi. Voilà, donc j'avais fait le Grand Rex à Paris, j'ai fait Budapest et puis en Allemagne aussi. Voilà, elle a fait une tournée mondiale et puis je l'ai accompagnée sur 2 titres, il y avait La Vie en rose et le Libertango. Ah on va faire le Libertango. Je vais vous faire un petit extrait, oui.
Visiblement, ça reste un bon souvenir. Très bon souvenir. Tu sors un album à la fin de l'année, Oui, de ta composition. oui, exact. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-première? Allez, un petit extrait. Bon, vous me l'accordez cette blague? Il est d'enfer ce quartier. N'hésitez pas à vous y perdre, vous ne serez jamais déçus. Une émission à retrouver sur le site de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Super, merci beaucoup.